Donc, je donne la parole à Luc Massou en changeant la structure d'écran pour les participants à distance, en leur réouvrant le chat pour qu'ils puissent poser des questions aux intervenants et réagir aux propos tenus en salle. Bien. Merci Jérôme pour cette introduction. Donc déjà, bon, quelques remerciements préalables simplement pour dire que ce séminaire en fait est un long cheminement, enfin qui a commencé déjà par un colloque que vous aviez peut-être, enfin pour lesquels certains avaient peut-être été présents dans la salle en novembre 2010 à Nancy, qui avait donc abouti à la production donc d'un ouvrage collectif de notre équipe, enfin de l'équipe TechMeus, sur laquelle je reviendrai, et sur laquelle Marie-Josée Grémaud aussi reviendra un petit peu après. Et donc, suite à cette parution, donc, on a eu diverses notes de lecture, notamment, qui ont été publiées, et on est intervenu dans différents séminaires pour le présenter. Et on a ressenti ce besoin, suite à ces réactions, de justement poursuivre ce travail et répondre en partie aussi à certaines remarques qui nous avaient été faites. Donc, notamment en mars 2012, bon, Jérôme m'avait déjà invité à présenter l'ouvrage à l'Université technologique de Compiègne. Et c'était d'ailleurs les tout débuts de l'idée de la création du réseau Numéronive. Hein. On avait aussi discuté à ce moment-là, parce que Jérôme avait déjà cette idée en tête. Et bon, on voit maintenant où on en est arrivé à quelque chose qui est formalisé et puis qui a quand même maintenant obtenu un certain succès en termes de nombre de personnes inscrites à la liste de diffusion et en termes de dispositifs qui se met en place donc cette année. Voilà. Donc pour présenter ce séminaire, donc l'idée était suite à l'apparition du dossier thématique, enfin du numéro thématique plutôt, dans la revue Distance et Savoir, qui a permis là encore de s'inscrire à la fois dans le prolongement de l'ouvrage et en même temps dans une approche un petit peu prospective, enfin en tout cas d'amener des perspectives de recherche sur ces sujets. Donc c'est un an de travail qui a abouti à ce numéro en ligne auquel vous pouvez maintenant accéder en open, voilà, en open source. Oui. Voilà, et donc l'objectif ici, alors, est à la fois de revenir. Alors, on va essayer d'être assez court sur la présentation des différents textes, puisqu'évidemment ils sont déjà en ligne. Alors, on ne suppose pas que tout le monde les ait forcément lus, donc on va quand même en rappeler les principaux résultats, mais on essaiera de faire court, ce qui permettra dans un deuxième temps de discuter du fond et de discuter des contenus. Voilà, donc parmi les auteurs qui seront présents, donc quatre auteurs, donc Marie-Josée Grémaud, Nathalie Lavielle-Gutnick de l'Université de Lorraine, donc moi-même de l'Université de Lorraine également, et Nicole Poteau de l'Université de Strasbourg, qui sont tous donc auteurs de ce numéro, Jérôme Valuy également, puisqu'il en fait partie aussi. Et on a normalement une collègue qui nous rejoindra aussi, qui est Marie-Josée Barbeau de l'Université de Lille, qui était coordinatrice de l'ouvrage avec moi, justement suite au colloque de Nancy. Donc j'espère qu'elle pourra nous rejoindre dans la deuxième partie plutôt de la discussion. Alors pour revenir un peu sur l'historique de ce numéro, donc suite à, comme je le disais, à plusieurs notes de lecture, on a pensé utile d'approfondir à la fois certaines postures, certaines questions épistémologiques et méthodologiques qui étaient liées à notre projet TechMeus, donc qui, je le rappelle, questionné donc à travers une enquête qualitative et quantitative faite sur 10 universités françaises, donc les rapports entre activités professionnelles et en particulier la fonction enseignante des universitaires et usage des technologies, enfin en tout cas le discours que les enseignants-chercheurs tenaient sur leurs usages, hein, puisqu'il s'agissait ici d'approches sur les discours, hein, qu'il n'y avait pas d'observation menée en tant que telle sur la question. Et donc suite à ça, on a eu différentes remarques qui ont été faites, alors qui portaient sur plusieurs niveaux hein, de la recherche, plusieurs questions posées par cette recherche, à la fois des questions disciplinaires, de savoir est-ce que l'usage des TIS ou des TIC, puisque le terme de TIS, on l'a modifié d'ailleurs en cours de projet, Marie-Josée y reviendra un petit peu après, parce qu'il ne nous convenait pas, savoir si est-ce que c'est une question de discipline, est-ce qu'on peut dire par exemple que les sciences humaines et sociales ou les sciences dures ont des approches différentes de ces usages,
Des questions de méthode, notamment sur la posture dans laquelle nous étions d'être des enseignants-chercheurs qui questionnent des enseignants-chercheurs sur leurs propres pratiques enseignantes. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'observation participante? Est-ce qu'on peut, quels sont les problèmes de posture aussi que ça pose pour le chercheur lui-même et pour le traitement des résultats? Des questions liées à la pédagogie universitaire, qui est une question pleinement d'actualité depuis quelques années en France, mais là où on a un petit peut-être décalage aussi par rapport à certains pays qui ont déjà une réflexion et tout un courant de recherche sur le sujet depuis plusieurs années. Donc, quelle est la légitimité de cette pédagogie universitaire et en particulier la place notamment des sciences de l'éducation dans ce courant? Des questions de paradigme qui sont liées parfois à des formes de représentation sur la place de la technologie, sur les modèles pédagogiques également qui sont sous-jacents à ces usages des technologies, et des questions sur les paradigmes socio-professionnels, notamment de dynamique identitaire, de conception du métier, qui se sont posées également à travers l'ouvrage. Et enfin, la définition des TIS en elle-même. On nous a d'ailleurs pas reproché, mais un petit peu le fait de ne pas avoir suffisamment précisément défini le terme de TIS, alors que c'était en fait un choix de départ que nous avions fait, de ne pas le définir trop finement pour justement voir comment les personnes que nous interrogions allaient le définir. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu des réactions que nous avions eues. Et donc face à ça, donc on a proposé à la fois à Jérôme d'approfondir ou de poursuivre, en tout cas de compléter son... Il avait écrit comme une note de lecture, même si c'était une lecture très longue, donc qui dépassait le format classique de la note de lecture, mais en tout cas de le transformer en article de revue pour permettre d'aller plus loin dans son approche, dans ce sur quoi il pourra revenir, et également donc d'apporter à la fois, comme je disais, des réponses et aussi des perspectives un petit peu nouvelles. Donc c'est ce qui explique la structure du dossier, c'est-à-dire à la fois ce texte de Jérôme qui est un petit peu le point de départ parce que c'est ce qui a amorcé un ensemble de discussions entre nous, c'est aussi ce qui a amorcé les discussions avec la revue Distance et Médiation des savoirs. On a eu donc des discussions avec Martine Vidal et Pierre Meuglin, justement en réaction à la note de lecture de Jérôme, qui nous ont amenés à nous dire finalement faisons un dossier sur le sujet. Et donc, suite à ça, donc il y a donc ce texte qui revient plus spécifiquement sur la démarche de notre projet et du projet qui est en cours en ce moment, qui est la suite un petit peu de Techméus au sein de la MSH Lorraine, puisque nous continuons à travailler sur ces questions avec la même équipe qui s'est un petit peu élargie, mais les mêmes personnes sont présentes dans cette équipe sur l'Université de Lorraine, mais aussi avec d'autres universités. Des réponses sur la question de la pédagogie universitaire avec le texte de Nicole Poteau, et après 3 textes qui ont plutôt un objectif à la fois de répondre et en même temps d'ouvrir des perspectives un petit peu nouvelles. Donc le texte de Saïd Pévandi, Gaël Espinosa sur la relation éducative en lien avec la question des TIC, notamment sur la relation donc entre enseignants et étudiants. Et est-ce que les TIC finalement peuvent permettre de rapprocher ces deux acteurs de l'enseignement supérieur qui sont pleinement concernés par évidemment la question de l'enseignement. Le texte que nous avons coécrit avec Nathalie Lavielle-Gutnick sur les processus de socialisation des enseignants-chercheurs, donc sur plutôt les questions d'identité de l'enseignant, face justement à ce développement d'un environnement numérique qui est quand même maintenant présent pour tous les universitaires. Et qu'est-ce qui finalement entre dans ce processus de socialisation et qu'est-ce qui y entre un petit peu moins. Donc ça, on y reviendra aussi. Et enfin, donc, un article qui est un petit peu plus sur des questions méthodologiques, à la fois théoriques et méthodologiques, de Brigitte Simoneau, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui a proposé un petit peu des pistes de méthodologie suite à un article de Christian Likop sur le carré de l'activité, donc sur un certain nombre d'approches théoriques qui sont encore peut-être pas suffisamment utilisées en France, donc notamment l'ethnométhodologie ou la sociologie de l'acteur réseau, par exemple, pour l'application au domaine d'éthique, je parle bien sûr.
alors qu'ils le sont beaucoup plus dans les travaux anglo-saxons, mais un petit peu moins dans la recherche francophone. Donc là encore, c'est une approche un peu en termes d'ouverture. Voilà, donc ce qui tombe bien aussi dans la publication, c'est que finalement, ce dossier est paru en octobre 2013, que les politiques publiques ont évolué depuis sa publication. Déjà, au moment de la publication, on a dû prendre en compte notamment la loi ESR qui a été votée en juillet 2013, mais le plan France Université Numérique a été lancé 10 jours après la sortie du numéro. Donc on est dans quelque chose qui est pleinement d'actualité, donc tant mieux. Et tant mieux que ce soit accessible tout de suite avec les publications en ligne. Voilà, donc ça c'était pour présenter un petit peu l'éditorial. Donc là, on vous propose encore une fois de manière assez succincte d'insister sur un certain nombre de résultats que nous avons mis dans les articles, et ce qui permettra notamment à ceux qui n'ont pas eu le temps d'en prendre connaissance, de pouvoir préparer un certain nombre de questions pour la deuxième partie du séminaire. Donc on va commencer dans l'ordre du numéro par Jérôme sur la TIC et enseignement supérieur, donc comment renouer le dialogue. Et on enchaînera donc dans la suite des auteurs du numéro. Voilà, donc je passe la parole à Jérôme. Oui. Là, c'est ce que voient nos collègues à distance, c'est pas la peine que vous ayez tous ces allers-retours. Désolé, on a un peu bricolé au début. Donc on va prendre juste 2 minutes pour mettre sur le scénario de front, puis vous mettre sur le scénario de projection. Il y a une différence entre ce que voient nos collègues à distance, et vous n'avez pas besoin de voir tout ça, sinon ça fait une multiplicité d'informations qui ne sert à rien. Donc si on pouvait repasser dans ce qu'on avait décidé, c'est-à-dire le slide, une vignette, et tout le reste disparaît. Il y a combien de Jérôme, tu sais, il y a combien de gens à distance? Actuellement, ah non, j'ai perdu le... Donc il y a un petit réglage technique et on pourra continuer. De toute façon, ils nous entendent, donc on peut parler quand même. Mais là, t'es sûr que c'est... Tu es sûr que c'est pas C'est bon. à distance, là? Très bien. Donc on continue. Bien. Merci à tous d'être présents pour cette discussion sur le numéro. Je vous... Le temps est très court pour chacun. Je ne vais pas en fait résumer mon article, d'autant qu'il y a déjà un résumé de faits qui est en ligne sur le site de la revue Distance Médiation des... Je voudrais, avec un problème de... Je vais changer de micro, merci. Je voudrais plutôt introduire le débat en apportant des petits compléments à ce qui n'est pas écrit dans mon article et en commençant à ouvrir des questionnements, notamment sur l'article de Marjorie-Josée Grémaud et Didier Balthazar. Notamment en partant du paragraphe 20 où ils indiquent effectivement que j'oppose dans mon texte 2 blocs homogènes, les chercheurs en sciences de l'éducation et les chercheurs en SIC. Et j'en profite effectivement pour faire une sorte de mea culpa en ce qui concerne ma note liminaire, ma note de lecture qui était à l'origine de ces discussions. Peut-être aussi d'ailleurs dans l'article lui-même de Distance et Médiation, mais surtout dans la note liminaire, où j'ai eu tendance à rechercher j'ai recherché des tendances à travers les textes, et j'ai vu apparaître des tendances relatives aux sciences de l'éducation, dont il m'est apparu en discutant avec des collègues de sciences de l'éducation, dont certains je les connais depuis très très longtemps et avec qui j'ai l'habitude de discuter, qu'effectivement ces tendances n'étaient pas représentatives de l'ensemble de la discipline. Beaucoup plus diversifié que ce que je pouvais en laisser penser dans le repérage de ces tendances. Et en gros, les différents collègues avec qui j'ai des discussions de sciences de l'éduc qui m'ont informé sur ce point me donnent à penser que, en fait, d'abord, une grosse proportion, semble-t-il, des collègues en sciences de l'éducation travaillent plutôt sur le secondaire ou sur les cycles primaires et secondaires plutôt que sur le supérieur. Il semble que la proportion parmi les 400 enseignants-chercheurs de sciences de l'éduc qui sont sur la pédagogie supérieure soit
assez faibles. On m'a fait des estimations nasales à 10 ou 20%. Je suis incapable de les contrôler. Mais si c'était vrai, effectivement, les tendances observables sur cette fraction des corpus bibliographiques ou des propos ne concerneraient qu'une toute petite fraction de la discipline. Et de surcroît, me dit-on, une petite fraction des collègues travaillant sur la pédagogie du supérieur se sont mis notamment plus fortement que d'autres sur les questions de pédagogie numérique. Ce qui fait qu'effectivement, les tendances que j'imputais aux sciences de l'éducation ne concerneraient qu'une toute petite fraction des sciences de l'éducation dans leur globalité. Donc ça, c'était plutôt un commentaire en complément. Et je comprends effectivement que dans l'éditorial du numéro, vous parliez d'incompréhension, voire d'esprit polémique. Alors, ce n'était pas du tout mon intention. C'est de l'ordre de l'erreur, en fait, scientifique. Donc, je reconnais très, très volontiers. Mais il y avait vraiment dans ma note de lecture aucun esprit polémique, mais justement l'envie d'ouvrir un débat scientifique, comme on est arrivé à le faire, d'ailleurs, grâce à Luc et Marie-Josée avec ce numéro. Tout de suite, une question, toujours sur le même article de Marie-Josée Grémaud et Didier Balthazar, qui cette fois-ci renvoie à la question de l'observation participante. Dans le paragraphe 10, vous prolongez nos discussions sur cette dimension. Moi, je soutenais la thèse, effectivement, dans ma note de lecture initiale du livre, que ce qui va se passer pour tous les universitaires travaillant sur le numérique universitaire, c'est qu'ils vont être d'une certaine façon contraints de découvrir une méthodologie de travail que les ethnologues, les anthropologues connaissent depuis un siècle, qui est qu'on appelle l'observation participante, qui n'a pas attendu d'ailleurs du tout Pierre Bourdieu pour être théorisée. Lévi-Strauss en parlait très bien également. Et c'est vrai que dans le champ de l'anthropologie, qui est une toute petite section en France, il y a un gros travail de réflexion méthodologique qui est très ancien. Mais c'est vrai que les autres disciplines de sciences humaines et sociales n'en sont pas forcément informées, de même qu'on n'est pas informé de tous les avancées dans les disciplines des unes et des autres. Alors en revanche, votre argument, faut-il disqualifier les universitaires de répondre à des enquêtes sur la conduite automobile qu'ils pratiquent parce qu'ils sont chercheurs, m'a laissé un peu perplexe. D'abord, il ne s'agit pas de disqualifier les universitaires du tout. Au contraire, il s'agit de les inciter à faire de l'observation participante. Mais il s'agit de les inciter en le faisant de manière réfléchie, c'est-à-dire en intégrant toutes les réflexions épistémologiques et méthodologiques relatives à ce type de position assez particulière qui fait de nous à la fois des acteurs d'une configuration sociale et des observateurs. Alors du coup, ça a effectivement tout un tas de conséquences, mais certainement pas une disqualification. Et d'autre part, alors pour rester sur la suite de la phrase, certes, les universitaires conduisent des automobiles, mais ils ne sont pas constructeurs automobiles. Et du point de vue des politiques publiques, ça change tout. C'est-à-dire que si c'était Renault et Peugeot qui faisaient les politiques de l'automobile en France, ce qui est un petit peu le cas d'ailleurs, ça poserait de sérieux problèmes de gouvernance politique. Et c'est ça le propre de la position inscrite, c'est-à-dire qu'on est certes, on n'est même pas des usagers du système universitaire que nous observons, nous en sommes des acteurs non négligeables et très souvent les gouvernants d'ailleurs, au regard des statuts même de fonctionnement du système universitaire, et nous en sommes tous aussi des acteurs en tant que nous sommes politiquement orientés dans nos vues. Et on va voir apparaître entre nous des divergences, par exemple, sur des points précis de politique publique, par exemple sur le rôle des ESPE dans la formation des enseignants-chercheurs. Vous semblez effectivement vous inscrire dans leur... Là, c'est ma troisième remarque sur la suite de l'article. Vous semblez vous référer à effectivement ce qui est aujourd'hui la volonté de la DGCIP au ministère de l'Enseignement supérieur, d'amener les enseignants-chercheurs dans les ESPE pour leur formation, et vous semblez en tirer au fond quelque chose qui justifierait de rechercher dans ce cadre-là. Or, il se trouve que ce cadre-là, nous sommes très nombreux à le contester politiquement et à refuser cette évolution. Donc, du coup, se pose le problème du rapport de la recherche à la politique. C'est-à-dire que certains d'entre nous, enfin moi en particulier, je suis représentant au Conseil national supérieur à la recherche, et voilà, j'ai des discussions comme d'autres très vives avec la directrice générale en disant c'est pas dans les ESPE qu'il faudra former les enseignants-chercheurs, il faudra les former dans les écoles doctorales, et évidemment ça vous coûtera beaucoup plus cher que de les envoyer dans les ESPE. Voilà, alors donc du coup, et ça reporte sur votre article une dernière question, et je passe la parole, qui est celui
là, moi, je ne vous suis pas sur la question de la dissociation de l'activité pédagogique et de l'activité scientifique. Ça ne me semble pas pertinent du tout, y compris dans votre texte. Je comprends bien la volonté de délimiter des objets d'études. Ça, il n'y a pas de problème. On est tous en train de le faire. Chaque fois qu'on construit un objet d'étude, on le délimite. Mais la segmentation de l'enseignement supérieur, alors même que vous-même, à plein d'endroits, dans votre texte, rappelez que c'est un enseignement dans l'activité pédagogique d'une discipline qui est en même temps une discipline scientifique, alors même que la validation de nos travaux pédagogiques se fait en fait très largement par nos activités scientifiques, et notamment là, sur l'évaluation de nos carrières, hein, pour ne citer que ça, alors même que, et c'est une grosse différence, et ceux qui ont fait à la fois de l'enseignement dans le secondaire et dans le supérieur le savent, nos cours sont beaucoup plus articulés à la production scientifique que lorsqu'on on peut se caler sur un manuel, en gros, ce qu'on peut encore faire dans le secondaire ou dans les premières années de fac, mais de plus en plus difficilement au-delà. Je trouve que cette dissociation, elle peut être perçue effectivement comme le reflet d'un cadrage politique qui vient des autorités publiques, du ministère en particulier, et je pense que la science ne devrait pas accepter d'être cadrée dans ses regards par autre chose que par les scientifiques. Voilà. Donc, je prends la parole. Donc, moi, je suis Marie-Josée Grémaud. Donc, j'ai coécrit notamment l'article que questionne Jérôme Valuy. Alors, avant de répondre, je voudrais d'abord dire que j'avais envie de dire la semaine dernière, mais lors du dernier séminaire, j'étais moi aussi à distance. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui sont à distance que dans cette salle, on a une superbe vue. Ce qu'on ne voit pas du tout à l'écran, mais on a une superbe vue sur Montmartre, le Dôme des Invalides, etc. Donc, il y a quand même des avantages au présentiel parfois. Et puis, deuxième aspect, c'est merci pour donner l'occasion de discuter. Et donc, pour moi, c'est intéressant, enfin, pour moi, mais pour nous envisageons ce séminaire aussi comme ce moment scientifique où on discute. La construction scientifique se fait constamment dans la discussion. Et donc, je voudrais juste rappeler quelque chose que peut-être Luc n'a pas assez dit, c'est que on est dans ce nouveau projet, on a deux projets qui sont à la fois en rupture et en continuité et qui ont été construits par beaucoup de moments de discussion. Tout d'abord parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire, mais il y a aussi des choses... Tout d'abord parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire qui s'est constituée, donc on a dû discuter aussi nos approches à la fois épistémiques et méthodologiques. Et puis le premier projet s'est construit notamment autour d'un colloque une fois qu'on a eu les résultats. Ce colloque a permis de discuter, dégager aussi des limites, des aspects positifs. Le livre qu'ont coordonné Luc et Marie-Josée est le résultat du travail de recherche et du colloque. Ce livre a été soumis à critique par les notes de lecture, dont celle de Jérôme Valuy, ce qui a permis aussi de nouveau un débat, une construction qui a donné l'objet du numéro de distance et médiation des savoirs, et le séminaire continue à discuter. Voilà. Alors, à partir de là, je reprends d'abord tes points, Jérôme. Alors, mea culpa 1, mea culpa 2. Donc, pour le rôle des SP, là, pour moi, je serais tout à fait, enfin, je pense que toute l'équipe est tout à fait en accord avec ce que tu dis. Et en fait, les remarques, alors, ça me gêne si les remarques peuvent être prises à l'inverse, parce que les remarques qu'on fait dans l'article, c'est pour montrer que, c'est pour dire qu'on n'a pas de connaissances justement sur ce que c'est qu'enseigner à l'université, et qu'on ne peut pas, par un trait de politique publique, dire telle institution va prendre en charge la formation. Et on est plutôt sur des lignes que tu as décrites, qui est qu'il faut d'abord savoir ce que c'est qu'enseigner à l'université pour pouvoir après former les gens. Et la recherche Techméus montre qu'on a très peu de données dans certains domaines. Bien sûr, il y a eu des recherches, on a des aspects, mais on a très peu de données sur peut-être
d'abord ce que c'est qu'enseigner les différentes disciplines à l'université et aussi ce que c'est que se former à enseigner les différentes disciplines. Et là, bon, là, on va continuer à être en désaccord, mais c'est bien. Mais ce que c'est se former à enseigner une discipline qu'on contribue à construire par l'activité de recherche. Donc après, on a des positionnements de recherche différents. Nous, on continue à maintenir qu'on peut entrer par l'activité pédagogique et donc dissocier dans un sens la fonction enseignant de la fonction recherche dans le titre enseignant-chercheur. Et donc, qu'on peut mettre le projecteur sur cette partie-là, ce qui ne veut pas dire qu'on oublie totalement l'autre partie, mais ce qui veut dire qu'on entre par cette activité avec, en effet, un postulat qu'on n'a peut-être pas assez dit, qui est qu'on est la même personne, mais on n'est peut-être pas dans les mêmes modalités de fonctionnement et même d'identité quand on entre dans une salle de cours pour être enseignant ou quand on entre dans la salle de son équipe de recherche pour être ou dans son bureau pour être chercheur. Donc, il y a cette dimension-là. Mais si je fais le lien avec l'article, dans l'article, on montre bien aussi comment, bon, rupture et continuité entre les deux projets, comment, dans le premier projet, on a choisi un objet d'étude, mais qui est aussi un contexte, qui est les sciences humaines et sociales, mais que le deuxième projet, celui qui a démarré depuis un an, on est toujours dans le domaine, on va dire, socio-professionnel des enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales, mais que notre objet d'étude, à nous, c'est savoir universitaire. Alors, on a aussi besoin de travailler, de retravailler ce que c'est que savoir universitaire, à la fois pour nous et surtout aussi pour les acteurs du domaine universitaire. Mais quand on fait le passage de sciences humaines et sociales à savoir universitaire, on cherche à cibler, à focaliser sur la spécificité de l'université, qui est d'enseigner des savoirs qu'elle construit. Voilà. Et donc, c'est là où on ferait le lien, mais en termes de posture de recherche, on continuera à discuter qu'on peut dissocier. Voilà. Et donc, on peut rentrer sur un des aspects. Maintenant, l'autre aspect sur observation participante et sur aller voir chez les anthropologues, là, c'est vrai le travail à la fois par le colloque, par tes réactions, nous a fait en effet travailler de manière peut-être plus précise l'explicitation de notre posture et notamment de ce que c'est que ce que certains chercheurs anglais ont appelé interviewer ses pairs. Donc je ne sais pas si on est encore tout à fait prêt à parler d'observation participante, parce que le quotidien de la recherche actuelle montre qu'on a une variété très forte dans on va dire, dans les situations d'activité de ce qu'on pourrait appeler nos collègues. Et donc, on est parfois relativement loin de ce qu'on observe ou ce qu'on interroge. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment aussi définitivement participant que certains anthropologues l'ont posé. Mais en effet, c'est quelque chose sur lequel on continue à réfléchir. Et on a posé une procédure de réflexion méthodologique plus précise que ce qu'on avait fait dans le premier projet sur nos rapports avec les collègues qui vont être acteurs de notre recherche en tant qu'interviewés. Voilà. Donc, si ensuite je reprends un peu les autres articles, moi, ce que je voudrais poser pour qu'on en discute, Luc l'a mentionné un petit peu, c'est à la fois la difficulté et puis comment on la résout, mais toujours en discutant, de définir ce que c'est que l'objet TIC, technologie de l'information et de la communication. C'est quelque chose que nous avons discuté, qui nous revient toujours en discussion. Donc, comme l'a rappelé Luc, sur le premier projet,
D'abord, nous-mêmes, on s'est aperçu qu'on avait changé. On a commencé à parler de TIS et ensuite, petit à petit, on parlait de TIC. Donc, on a enlevé la partie éducative de l'objet. Mais en termes de posture de recherche, on avait choisi justement de proposer le mot TIS, mais très légèrement, et de ne donner une définition de cet objet que si les interviewés nous le demandaient, pour justement voir ce qui émergeait de cette notion de technologie. Et d'ailleurs, ce qui émergeait, c'était aussi ce qui a émergé notamment, c'était des discussions qu'on a eues un tout petit peu avant le séminaire, c'est que pour certains des collègues, les technologies ont commencé il y a 50 ans et non pas avec l'ordinateur, et que les changements technologiques peuvent être des changements du type, dans certains domaines, l'enregistrement du son ou l'arrivée de la vidéo ou de la photo facile, etc. Voilà. Mais changement de posture dans notre recherche. Pour le deuxième projet de recherche, nous avons décidé de changer de terme. Bon, le terme peut être aussi peu satisfaisant, mais il correspond mieux à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est passé de technologie à outil. Donc l'outil qui implique qu'il y a un agent, qu'il y a un acteur derrière. Donc ce qui nous intéresse, c'est bien l'entrée par ce que fait l'acteur, l'individu de cette technologie, et non pas la technologie en elle-même. Et pour faire un lien, dans les données, notamment d'entretien qu'on a eu dans le premier projet, les acteurs eux-mêmes avaient tendance à parler d'outils. Il y a tout eu. On a eu les gens qui disaient TIC ou TIS ou TIC, mais beaucoup après parler d'outils. Et puis, vraiment de le cibler en termes de numérique. Voilà, ça c'est le premier point de posture. Et le deuxième point de posture, c'est de le définir pour nous, de le définir pour tout le monde et de proposer dès le départ la définition pour les acteurs que nous allons interviewer. Donc là, on contacte les gens en leur disant, voilà, par outil numérique, nous entendons ceci. On a une définition très large que vous trouverez que tout le monde trouvera dans l'article d'ailleurs. Mais voilà. Alors, juste une petite remarque par rapport à ça. Donc, le projet maintenant cible les enseignements, et en fait, moi, de quelques données qui remontent, on a parfois un problème sur enseignement. On dit aux gens, décrivez-nous un cours, comment vous faites un cours, utilisant les outils numériques, et puis la compréhension de ce que c'est qu'un cours donne lieu à je n'utilise pas les outils numériques ou je les utilise très peu, alors qu'en fait, on doit définir aussi que pour nous, cours, c'est préparer un cours, construire un cours, le donner, l'évaluer. Et là, on voit des pratiques beaucoup plus variées dans les nouvelles technologies. Voilà. Donc, j'ai discuté un peu notre posture, le terme de TIC, le terme de SHS. Autre élément qui nous intéresse aussi dans la continuité, c'est que, bon, comme l'a rappelé Luc, le premier projet était sur les pratiques déclarées. Donc, on est vraiment sur l'analyse de discours de gens qui décrivent en général, et puis qu'on cherche à passer sur la réalisation de l'activité en deux temps, avec une méthodologie plus complexe, puisqu'on a comme objectif d'observer les acteurs dans leur activité enseignante, donc ce qui implique des choses, bon, là aussi des méthodologies qu'on connaît, du type enregistrement vidéo, mais autoconfrontation de l'acteur avec ce qu'il fait, voilà, mais beaucoup plus différentes que seulement des entretiens, bien que les entretiens apportent des informations très riches. Voilà. Est-ce que mes collègues veulent rajouter quelque chose ? Donc je passe la parole. Peut-être juste une chose quand même auquel je voulais réagir sur la question de l'observation participante, puisque tu as reposé la question. C'est vrai, quand on regarde la façon dont les anthropologues
le définissent, c'est quand même, enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce qu'on a fait est de l'observation participante, au sens où on n'a pas fait justement, on est resté sur sur le premier projet, hein, sur le premier projet qui s'appelle donc Techmeus, on est resté quand même sur des entretiens et des questionnaires, donc ce qui n'est pas la définition qu'on aurait si on se positionne du point de vue des anthropologues, hein. C'est-à-dire les anthropologues, eux, c'est vraiment l'observation qui est à la base le déplacement sur un terrain, le fait que ce terrain puisse être observé de manière systématique, donc on puisse y revenir de manière régulière. Ils ont des débats d'ailleurs de fond sur est-ce que l'observation est systématiquement participante ou quel est le degré de participation d'un observateur. Enfin, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus aussi. Et il y a des méthodologies, notamment de prise de notes de manière systématique, de relecture de ces notes, etc. Donc, voilà, on ne s'est quand même pas inscrit, si on reprend méthodologiquement du point de vue des anthropologues, hein, la question de l'observation participante. De mon point de vue, ça ne l'est pas. C'était juste une petite parenthèse. Mais on pourra en rediscuter encore dans la deuxième partie du débat. Donc je passe la parole à Nicole pour plutôt et le micro pour les questions sur la pédagogie universitaire. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, messieurs, ici présents et à distance. Ma partie donc consistait à évoquer cette conception de pédagogie universitaire, ce mot qui est finalement assez récent, et je pense qu'il n'a échappé à personne qu'on parle de pédagogie à l'université, que ça fait un peu bizarre. Pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant? On crée maintenant des instituts de pédagogie universitaire, des centres de soutien à l'enseignement, etc. Donc, dans l'article, j'essaie de comprendre pourquoi on en est là dans des rapports à la mondialisation, au contexte économique, à l'échec des premières années d'université en France en particulier. Et la question que j'essaie de poser aussi, c'est finalement, qui a été évoquée tout à l'heure par mes collègues, qu'est-ce qu'apprendre à l'université? Mais on ne sait pas vraiment finalement, enfin non, pardon, c'est qu'est-ce qu'enseigner à l'université? Mais vous voyez, moi j'ai un tic, c'est que quand j'entends enseigner, je rajoute tout de suite apprendre, parce qu'il me semble justement c'est un élément très important. Les anglo-saxons, comme j'ai une petite fibre anglo-saxonne, disent teaching and learning in higher education. Hein, c'est simple, c'est teaching and learning. Alors que nous, quand on dit pédagogie, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus flou, un petit peu plus mou. Et quand on parle beaucoup d'enseigner, hein, on parle d'enseigner à l'université. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Et apprendre à l'université, guère plus. Parce qu'effectivement, les deux sont liés. Enseigner et apprendre étant un couple indissociable. Donc, la première partie de l'article s'interroge un peu sur ce que c'est que la pédagogie, pourquoi on parle de pédagogie universitaire actuellement, quels sont les enjeux, et avec un corollaire, bien sûr, qui est le développement professionnel des enseignants-chercheurs, qui a été évoqué déjà tout à l'heure aussi, puisque, par exemple, dans le livre blanc sur la pédagogie numérique, on parle de former les enseignants du supérieur à la pédagogie numérique. Et ceci aussi, je le questionne parce que les enseignants-chercheurs sont par définition déjà des chercheurs patentés et des enseignants praticiens en tout cas, hein, puisqu'ils n'ont pas forcément de diplôme sur leur enseignement ou de validation de l'enseignement, alors que pour la recherche, bien sûr, on est validé par nos travaux, la thèse, les AGR, etc. Sur l'enseignement, bon, il y a plus d'intuition ou d'habitude, enfin bon, tout ça, je sais pas, vous en savez autant que moi là-dessus, je ne vais pas insister. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, mais finalement, puisqu'ils sont enseignants-chercheurs, ils ont cette pratique, quelle est la part de transférabilité possible entre les compétences acquises en recherche sur l'enseignement? Puisque ce qu'on dit couramment et ce qu'on sait de l'université et ce qui fait sa spécificité, c'est ce lien entre enseignement et recherche. Puisque tout le monde l'a déjà dit aussi, on est censé enseigner des savoirs qui sont issus de la recherche directement. Hein, on est près du lieu de production. Alors, même si ça se fait à différents niveaux selon les diplômes et les niveaux d'études, il y a quand même cette idée-là. Et ce que j'essaie de comprendre et d'analyser et de proposer, c'est de voir si on ne peut pas déjà examiner dans les pratiques
courante des enseignants-chercheurs, ce lien entre recherche et enseignement. Et si, comme on fait tous de la recherche dans des domaines, donc nos domaines de spécificité, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de regarder comment on pourrait faire de la recherche sur nos pratiques d'enseignement pour transférer ces compétences et pour rapprocher les deux qui le sont de fait. Mais en recherche, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de données et d'analyses sur ces questions. Alors, quand on parle pédagogie, j'ai aussi essayé de regarder un peu les liens avec la didactique, avec les sciences d'éducation, de voir un peu comment on peut construire ces compétences pour enseigner ou, ce que je dirais moi, pour faire apprendre les étudiants, puisque l'enjeu principal me semble quand même la formation des étudiants et l'impact que des compétences professionnelles différentes ou plus approfondies des enseignants-chercheurs pourraient avoir sur le développement des étudiants. Donc, bon, je crois que là, j'ai essayé de résumer à ma façon le contenu de l'article, mais je pense que les lecteurs y voient peut-être d'autres choses et auront d'autres questions. La question, bon, une dernière question que j'essaie d'aborder, c'est cette question de la médiation des savoirs, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire en fait à l'université de passer de ces savoirs issus de la recherche à leur acquisition par nos étudiants, et l'idée aussi que dans le champ de l'enseignement, on travaille beaucoup sur des croyances, hein, et ça a été beaucoup, par contre, ça a été travaillé par des chercheurs comme Crae et d'autres sur comment on fonde finalement son enseignement plutôt sur des croyances, alors que pour la recherche, évidemment, il n'est pas question de la fonder sur des croyances, encore que parfois on puisse aussi s'en approcher. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ce qui est plus intéressant, c'est peut-être de répondre aux questions et de discuter. Voilà, merci. Merci. Voilà, donc je termine la boucle donc sur la présentation donc du dernier article, enfin, sur les auteurs présents, donc celui qu'on a co-rédigé avec Nathalie. Donc, on était plus, comme je le disais en introduction, donc sur une proposition un petit peu nouvelle, enfin, à la fois un retraitement des données de l'enquête, hein, puisqu'on n'avait pas de données dans ce dossier. D'ailleurs, on n'a pas proposé de données véritablement nouvelles en termes de recueil. Donc, on a quand même continué à retravailler sur ce qu'on avait collecté au niveau de l'enquête, avec un angle assez particulier qui était celui des processus de socialisation professionnelle chez les enseignants-chercheurs, en s'appuyant sur une définition de Claude Dubar sur l'identité sociale et professionnelle, qui passe donc par un certain nombre de transactions, enfin de processus de transactions biographiques et de transactions relationnelles. Et donc, ce qu'on a essayé de voir, c'est comment, enfin, qu'est-ce qui, dans les données collectées à travers les entretiens et le questionnaire que nous avions fait en 2009-2010, qu'est-ce qui permettait d'interpréter la place justement des technologies dans ces processus de socialisation. Et donc nos résultats ont été d'identifier alors deux modes de socialisation professionnelle, un mode dominant lié plus particulièrement à la mission d'enseignement et un mode auxiliaire qui est lié à l'environnement professionnel. Ce qui est un résultat, alors je vais le préciser en quelques mots et Nathalie reviendra aussi dessus, qui est un résultat finalement assez différent justement des travaux de Claude Dubar sur ces questions, c'est-à-dire que dans ces résultats, c'est plus la question de l'environnement professionnel qui intervient en premier, en général comme mode de socialisation, alors que là, enfin, en tout cas le traitement qu'on a pu refaire de nos données collectées prouve plutôt l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mode dominant, mode auxiliaire? Donc, mode dominant lié à la mission d'enseignement. Donc, c'est un processus de socialisation qui passe à la fois par la relation aux apprenants, donc la relation directement justement avec les étudiants, enfin entre l'enseignant et l'étudiant. Donc, beaucoup de choses dans les discours qu'on a pu collecter donc, sont liées à cette question de la relation aux apprenants. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît comme étant un processus important du point de vue des personnes interrogées.
Et la deuxième dimension importante est celle du rapport aux dispositifs. Donc, dispositifs sociotechniques, qui sont donc ces fameux environnements numériques ou ces ressources numériques auxquelles on est confronté maintenant, enfin, qui sont en tout cas autour de nous et qu'on peut solliciter dans le cadre de notre activité d'enseignement. Donc, sur la relation aux apprenants, je passe la parole à Nathalie. Je reviendrai sur celle des dispositifs et ensuite on verra les aspects sur les modes auxiliaires. Très rapidement, sans revenir dans les détails de l'article, ce qui apparaît en ce qui concerne la socialisation par les apprenants, c'est deux dimensions. Une première dimension qui est un questionnement autour de l'usage des outils, comme si la problématique dans les formes de socialisation était la capacité des... Alors, les termes employés par les personnes interviewées sont plutôt le terme d'étudiant. Nous, ce que l'on a privilégié, c'est le terme d'apprenant. Je reviendrai là-dessus un peu plus loin. Donc l'un des premiers questionnements pour eux, c'est finalement, est-ce que les étudiants, donc les usagers, ont la capacité d'utiliser ou pas les outils numériques, et avec une représentation des étudiants assez cloisonnée entre un niveau d'études qui correspondrait à un niveau de licence et un niveau master, où en fait plus le niveau d'études augmente, plus la capacité à utiliser les outils numériques augmenterait également. Ce qui révèle peut-être, et c'est une de nos hypothèses, une méconnaissance des pratiques des étudiants ou des usagers, et peut-être une absence ou en tout cas une orientation du questionnement sur qui est celui qui apprend, qu'est-ce que je sais de celui qui apprend. Et ce qui nous amène au deuxième point qui nous a semblé important par rapport à la question sur le rapport aux apprenants dans le processus de socialisation des enseignants-chercheurs, qui est le fait que finalement, ils ont une représentation d'abord cognitive des apprenants, et ensuite une représentation axiologique. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire, quel est mon devoir à l'égard des étudiants, mais quel est mon devoir dans le processus d'apprentissage qui se réduirait, je caricature en disant ça, mais qui se réduirait à un processus cognitif. Ce qui amène à un questionnement qui nous semble relativement central, qui est quand je suis apprenant, d'une part, je suis un acteur social, et d'autre part, je suis un citoyen. Donc, quand j'apprends au sein d'un environnement spécifique qui est celui de l'université. J'apprends avec un système de valeurs, avec une expérience, avec un vécu qui n'est pas seulement celui de l'université, qui n'est pas seulement celui de l'apprentissage, mais qui est celui d'un citoyen et celui d'un acteur social, ce qui amène à la question de quelle est la fonction de l'université dans le processus d'apprentissage et donc quelle est la fonction des enseignants-chercheurs à l'égard de ce processus d'apprentissage. Ce qui fait que dans le processus de socialisation des enseignants-chercheurs, on peut faire l'hypothèse qu'il y a un biais dans le fait que ce qui est pris en compte à l'égard de celui qui apprend, ce n'est pas la globalité de la personne, mais seulement sa part cognitive et sa part d'apprentissage. Et donc là, sur le processus de transaction relationnelle, l'hypothèse qu'on peut avancer, c'est que vraisemblablement, la méconnaissance des acteurs qui sont ceux qui apprennent peut poser un problème dans l'usage notamment d'éthique. Et l'un des points aveugles du questionnement des enseignants-chercheurs, c'est que les étudiants se réduisent à des étudiants en formation initiale. Il y a quand même une grande partie du public en formation continue, d'adultes, alors au-delà effectivement de la formation initiale, qui sont en reprise d'études et qui ne sont jamais évoqués par les enseignants-chercheurs. Donc dans ce premier élément qui est une socialisation par les apprenants, l'une des questions que l'on a soulevées, c'est effectivement comment est-ce que la relation peut se construire et comment est-ce que je peux construire mon identité d'enseignant-chercheur qui utilise des TIS avec une connaissance aussi réduite de celui qui apprend. Donc sur le deuxième mode de socialisation dominant, donc celui du rapport au dispositif, donc là on a relevé aussi dans les discours tenus par les enseignants-chercheurs interrogés la place que prenait justement la relation à l'outil. Hein, donc typiquement, donc là, en tenant compte vraiment de ces outils, on l'a nommé dispositif sociotechnique parce que la notion de dispositif est assez comment dire, suffisamment riche pour traduire un petit peu à la fois ces espaces de médiation entre objet et sujet qui se traduisent dans les discours qu'on a pu recueillir, et à la fois aussi la dimension de relation ou de relationnalité. Donc là, on s'est appuyé sur la notion de relationnalité qui était proposée par une chercheuse
une collègue québécoise qui le présente comme un processus continuel d'articulation, de réarticulation des relations entre les usagers ou les sujets ou les humains, on va dire, et les non-humains, pour parler un petit peu avec comment dire, le vocabulaire qu'on peut trouver aussi dans des théories comme celle de l'acteur réseau, puisqu'elle s'appuie aussi sur un petit peu ces fondements théoriques. Mais ce phénomène d'articulation-réarticulation, on l'a vu très nettement dans les discours, notamment par le fait que les discours étaient relativement ambivalents sur la relation aux outils, c'est-à-dire à la fois des discours relativement favorables sur ces outils, qui étaient globalement d'ailleurs plutôt favorables, et en même temps qui disaient à la fois que c'était quelque chose de positif qui pouvait les amener à changer un certain nombre de choses, et en même temps qui en listait tous les inconvénients. Donc, c'est-à-dire une posture des enseignants qui finalement reste relativement équilibrée entre ce que ça peut amener et ce que ça peut ne pas amener, et avec des exemples d'enseignants qui d'ailleurs n'ont pas hésité à changer justement cette articulation entre eux et l'objet technique, qui ont par exemple été très loin dans la mise en ligne de cours, qui ont pu aller jusqu'à mettre la totalité de leurs cours en ligne sur les plateformes, soit de l'université, soit sur des plateformes personnelles, et qui se sont repliés, qui sont revenus en arrière suite aux effets justement induits par cette mise en ligne quasi systématique de leur contenu. Donc ils se sont rendus compte finalement que ça se retournait en partie contre eux, et notamment que ça modifiait la relation qu'ils avaient avec leurs étudiants pendant le cours. C'est-à-dire avec des remarques du type où les étudiants prenaient finalement comme élément de référence, non pas ce que l'enseignant était en train de dire au moment de la relation en présentiel, mais ce qui était inscrit dans les supports ou les contenus ou les références qu'il avait pu mettre en ligne. Et du coup, il se retrouvait presque piégé dans cette relation. Voilà. Donc cette relation au dispositif, elle se montre à la fois donc évolutive, elle peut changer, il peut y avoir des phénomènes de repli ou en tout cas de changement de positionnement, et en même temps, elle est relativement contraignante. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est ressorti et qui confirme aussi les différents travaux menés par les collègues, les chercheurs qui ont travaillé sur les dispositifs d'enseignement à distance notamment, et qui les présentent comme des configurations quand même très normées, ou en tout cas qui induisent des formes de régulation assez fortes. Donc tous les environnements numériques ou les learning management systems auxquels qui nous sont proposés dans les universités sont quand même des dispositifs contraints qui en tout cas présentent une forme d'usage qui est inscrite dans leur propre configuration, et donc l'enseignant ne peut pas forcément organiser son cours comme il le souhaite quand il va par exemple utiliser Moodle ou une autre plateforme de ce type. Voilà. Deuxième, et donc pour terminer, donc sur les processus les modes de socialisation qu'on a considérés comme étant plutôt auxiliaires, donc on s'est rendu compte que là on avait on les a qualifiés d'environnement socio-professionnel. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? On a mis à la fois la question du rapport au pair, donc finalement, donc Nathalie reviendra juste après sur la relation finalement aux collègues au sein des équipes, qu'on n'a pas trouvé si importante que ça dans les discours tenus, et aussi celle aux paradigmes sociétaux ou institutionnels, c'est-à-dire les politiques publiques dont Jérôme parlait en introduction, la façon dont les enseignants perçoivent ces politiques. D'ailleurs, un des résultats de l'enquête, c'était vraiment de montrer que les enseignants connaissaient assez peu finalement ces politiques TIS, ou n'étaient pas forcément très intéressés par leur contenu, et que si on prend de manière plus générale les idéologies qui sont véhiculées par les paradigmes comme ceux de la société de l'information, de la connaissance et de toutes les déclinaisons qu'il y a pu avoir, qui ont été très discutées, on se rend compte que là aussi, elles n'ont pas une importance fondamentale, c'est-à-dire que les enseignants, dans les réponses qu'ils ont données à nos questions, gardent un point de vue très critique face à ces idéologies ou à ces paradigmes sociétaux et institutionnels. Donc finalement, ils conservent une revendication qui est plutôt dans le registre de l'autonomie, de la liberté dans leur choix, avec des réponses, encore une fois, qui sont très équilibrées entre ce que ces technologies apportent et en même temps tous les inconvénients qu'elles peuvent véhiculer dans l'exercice de leur activité professionnelle. Voilà. Donc sur la question du rapport au pair, je passe encore la parole à Nathalie, puis on aura donc terminé. Donc,
comme l'indiquait Luc sur le rapport au pair, ce qui apparaît, c'est une stratégie d'abord d'évitement. C'est-à-dire que dans l'identité d'enseignants qui utilisent des TIS est considérée comme menaçante pour l'identité de chercheurs. C'est-à-dire qu'en fait, se présenter comme un enseignant-chercheur qui investit du temps, de l'énergie pour travailler sur une pédagogie qui mobiliserait l'éthique pourrait les mettre en porte-à-faux à l'égard des collègues sur le volet de la recherche. Ce qui fait que ce qui est apparu, c'est, pour reprendre la terminologie de Mokhtar Kadouri, c'est plutôt des stratégies et des dynamiques identitaires de type préservation. C'est qu'on évite d'en parler à l'égard des pairs, de ce qu'on est en train de développer sur le plan numérique, parce que ça pourrait nous mettre en difficulté. Ce qui fait que les transactions relationnelles avec les pairs autour des questions pédagogiques et autour des questions du numérique dans la pédagogie sont majoritairement évitées, ou alors font l'objet de discussions à la marge ou avec des pairs considérés comme plutôt des amis plus que d'abord des collègues. Ce qui amène finalement à une question relativement importante, qui est la place du groupe professionnel et la fonction du groupe professionnel des enseignants-chercheurs dans le développement de l'usage du numérique en tant qu'enseignant et en tant qu'enseignant-chercheur. C'est-à-dire que l'un, si on reprend la terminologie de Mazières et Gadea en 2009 autour de cette notion de groupe professionnel, on pourrait faire l'hypothèse que finalement, les pratiques d'éthique peut constituer finalement une menace pour le groupe professionnel des enseignants-chercheurs. Ça pourrait être une des hypothèses. Bien, on va faire une pause donc, technique de 5-10 minutes, notamment pour voir s'il y a des questions sur le Fromapad d'une part et sur le chat. Et puis on reprend après cette pause de 10 minutes pour les 40 dernières minutes de réponse aux questions et d'échange. 5 minutes suffiront, d'accord. Voilà. Parfait. Très bien. Oui, j'arrive. Oui, ils se sont tous les questions présentées. Il y avait 25 personnes en ligne. Actuellement. Sur 80 inscrits. C'est vraiment étonnant. Hein. C'est toujours il y a plein de trucs que je ne comprends pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est entre l'intention du carré et... Mais on a eu les mêmes écarts sur la première salle. C'est énorme. Même 200 inscrits, on en avait 300 en ligne. Oui, même par rapport à la salle, c'est pareil. Vous pouvez légèrement revoir les questions. Tu vas les projeter. D'accord. Alors, on les met sur le papier. C'est en fait le service TIS qui va à disposition de la plateforme. Non, c'est le séminaire numérique. C'est le séminaire qui l'a lancé. C'est les gens de cette... Est-ce que ce séminaire est inscrit par rapport à un cours d'enseignement? Pas du tout, non, il est complètement indépendant. Il est indépendant, il n'est pas rattaché à la bourse, il n'est pas rattaché à la bourse. Il est uniquement rattaché. Il est complètement indépendant. Non, il n'a pas de statut institutionnel. C'est ce que je pensais, mais je voulais vérifier. C'est volontaire. C'est une volonté. L'informel supporté par l'institution. Oui. En fait, c'est vrai que il faut qu'on se connecte au Fromapad. Ah, super. On peut se connecter au Fromapad. Oui, absolument. Oui. On peut se connecter au Fromapad, c'est toujours la même adresse.
d'accord, c'est bon. Bon, alors je vais arrêter ça de l'écrire. Il y a, il y a, il y a des questions. Lesquelles qui sont intéressantes? Il y avait des questions d'ailleurs sur. Du Framaban? Il y avait des questions qui. Ah oui, d'accord. Oui, avant. Ça, tu les as vues. Oui. Elles sont en bas du chat? Oui, de Jérôme, c'est ça. Ah oui. Et c'est bien lent. Hop. Voilà, d'accord. Il y avait déjà les trois premières questions qui étaient déjà là. Celle de Stéphanie. Ah oui, Isabelle Framaban. Bon. La question, c'est comme il désigne pas. Ah si. Il désigne pas à qui s'adresse la question. Du coup, on va se les répartir. Qui veut, ça va être qui veut répondre. Le classique, qui veut répondre. Sur Moodle? Sur Moodle aussi. D'accord. C'est la question d'Alexandre Roquet, c'est ça? Oui. Bon, ben, on reprend. Donc on reprend. Donc, je lis la question et puis je te passe la parole. Donc, la question d'Alexandre Roquet, Université de Lorraine, qui indique: étonnant de citer Moodle comme exemple de dispositif contraignant dans la mesure où celui-ci est ouvert et avec une communauté active. La contrainte réside-t-elle dans la manière avec laquelle Moodle est mise à disposition de la communauté enseignante par les services numériques universitaires? On a cité Moodle comme plateforme contraignante dans la mesure où elle dépend de l'institution et elle comporte un certain nombre de limites. J'en donnerai quelques-unes, mais je pense que dans la salle, d'autres peuvent m'aider. Le fait qu'on ne peut pas mettre des documents qui dépassent, si on n'est pas administrateur, on ne peut pas mettre un document qui dépasse tel volume. L'enseignant seul ne peut pas faire évoluer la plateforme. Je sais que moi, avant, j'ai travaillé sur Ganesha, sur une autre plateforme que j'appelle ouverte, dans la mesure où il suffisait de vouloir la faire évoluer et on pouvait la modifier, par exemple, corriger les devoirs en ligne en utilisant les couleurs, comme on le fait sur le Word. Je pouvais le faire sur Ganesha, je ne pouvais pas le faire sur Moodle. Autre exemple, sur Ganesha, pour des étudiants qui partaient pour moi en stage et qui, à leur tour, avaient d'autres étudiants, ils pouvaient inscrire leurs étudiants. Et alors que sur Moodle, on ne peut inscrire que les étudiants de l'université. Alors, bien sûr, au départ, il y a des choix de l'institution, mais quand même, c'est un système extrêmement limité. Merci. Oui, parce que c'est vrai que c'était moi qui avais
qui avait dit ça. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est pas tellement la question de la mise à disposition de l'outil à la communauté enseignante. Ce que je voulais dire dans l'outil est contraignant, c'est aussi dans la façon dont, dans sa conception même, il inscrit une certaine figure de l'usager, c'est-à-dire une façon dont les concepteurs de Moodle, quel que soit le type de communauté qu'il y a derrière, et effectivement c'est une communauté ouverte, mais c'est pas pour autant que leurs concepteurs n'ont pas pensé un usager type. Et c'est là-dessus, ça rejoint un peu ce que disait Marie-Josée, c'est-à-dire qu'on a par exemple un système qui fonctionne par bloc, qui impose une forme de linéarité, par exemple dans la conception d'un cours, c'est-à-dire qu'on peut faire que bloc numéro 1, numéro 2, numéro 3, qui se suivent forcément, qui vont s'empiler les uns derrière les autres. On ne peut. Alors oui, il y a aussi des outils, il y a aussi des activités qu'on peut insérer à l'intérieur. Ça s'appelle cours. Mais ça s'appelle cours, oui. Et puis on a, par exemple, sur la question de l'hypertextualité, c'est assez compliqué de créer des liens, enfin des parcours hypertextuels justement entre ces blocs. C'est-à-dire que ces blocs sont quand même relativement séparés les uns des autres et la navigation en leur sein reste quand même confinée à chaque bloc qui est consulté donc l'un après l'autre. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus souple, et qui l'est dans d'autres dispositifs du même type. Alors une question à Marie-Josée Grémaud de Roland Onodi-Obiot, enseignant à l'Université du Havre. Marie-Josée Grémaud, dans son intervention, parle de l'objet TIC, l'objet TICE et parvient à la dénomination outil numérique. Pense-t-elle possible de parler d'instrument numérique au sens de Baron et Bruyard? Alors, je réponds d'abord, après tout, vous pouvez tous prendre la parole, mais pour moi, instrument numérique, c'est des éléments conceptuels qui vont nous servir à nous dans l'analyse. Ce que j'ai discuté avec le terme outil, c'est surtout la façon dont nous nommons ce que nous étudions et comment nous le nommons vis-à-vis des acteurs dont l'activité nous intéresse. Et là, en effet, il me semblerait difficile de parler auprès d'eux d'instruments numériques, alors que le terme outil, les deux impliquent un agent. On voit bien les constructions conceptuelles autour de la notion d'instrument avec la transformation de l'outil par l'agent. Mais dans notre recherche, et ce que j'ai discuté ici, c'est par rapport à la communication avec les acteurs de la recherche. Vous voyez d'autres choses? Mais ça va nous aider pour l'analyse. Bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce qu'il ne faut pas non plus que l'activité à distance interdise à ceux qui sont en salle de s'exprimer. Alors du coup, je vais véhiculer le micro. Bonjour, je suis Frédéric Saïdjo-Canti, je suis prague, c'est-à-dire enseignant en histoire, et j'ai deux questions qui s'articulent autour du même problème, c'est l'articulation entre enseignant et recherche. Vous avez dit tout à l'heure que cette articulation, elle allait de soi, que de fait, il y avait un rapprochement entre enseignement et recherche. Moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. J'ai le sentiment, au contraire, qu'il y a toute une réflexion des enseignants-chercheurs autour de la recherche et que, au fond, on a très peu de réflexion autour de la médiation dans l'enseignement des acquis de cette recherche. Et du coup, on se retrouve, par exemple, en histoire, en licence, nos objectifs, c'est d'enseigner la dissertation et le commentaire, qui sont des exercices très académiques, très scolaires. Donc, notre référence est soit les concours de l'enseignement, soit des pratiques qui sont très intéressantes pour les enseignants, mais est-ce qu'elles ont un sens pour une formation générale? Donc cette articulation ne va pas du tout de fait de soi, et notre réflexion dans l'enseignement sur les acquis de cette recherche et sur la manière de les transmettre, je la trouve pas toujours très approfondie. Le deuxième élément de question, c'est toujours autour de cette articulation enseignement-recherche. Vous avez dit à un moment donné que les TIC ou les TIS remettaient en cause
la cohésion du groupe enseignants-chercheurs. Et moi, j'ai été extrêmement sensible à ça parce qu'en tant que PRAC, qui de fait de la recherche, parce qu'on est très, très peu nombreux et on est engagé dans des laboratoires de recherche, on fait de la recherche exactement au même titre, mais avec des contraintes qui ne sont pas les mêmes que celles des autres enseignants-chercheurs. Effectivement, l'investissement dans la pratique pédagogique et de la pédagogie numérique, c'est quelque chose dont on évite de faire trop de publicité parce qu'au fond, est-ce que ça ne prend pas du temps sur notre temps de recherche? Donc, moi, j'ai le sentiment que, étant donné les contraintes d'emploi du temps, de services qui pèsent sur un PRAG, que on évite de faire d'accorder trop d'importance à l'enseignement et à la pédagogie numérique parce qu'il y a une concurrence en fait entre enseignement et recherche. Donc l'articulation, je la cherche toujours. Merci de votre question, ce qui prouve que les questions ont le mérite de permettre de préciser la pensée, parce que je suis d'accord avec vous, ce qui va de soi, c'est ce qu'on dit de l'université dans sa spécificité, c'est que l'enseignement et la recherche sont liés, puisqu'on est enseignant, chercheur, et qu'il y a ce fameux trait d'union entre les deux. Mais là où je vous rejoins tout à fait, et ça j'ai essayé de le développer un peu dans cet article et dans d'autres, c'est que justement, si on regarde bien que le rapport au savoir, il est complètement différent quand on est en recherche, quand on est en enseignement. En recherche, on est dans un savoir en construction, dans la démarche de questionnement, de doute. Quand on enseigne, en général, bon, ça dépend à quel niveau, mais en tout cas, avant le master, on enseigne plutôt des certitudes, des savoirs constitués, etc. Et là, on peut décliner effectivement beaucoup d'items où on verra les différences. Et ce que j'essayais de dire, et peut-être aussi de faire dans des recherches, c'est de travailler justement en recherche avec les enseignants-chercheurs sur leur discipline, sur ce rapport entre les deux. Comment, parce que c'est vrai que c'est très cloisonné en fait dans la réalité. On voit bien le chercheur qui quitte son labo, qui descend dans l'amphi, qui fait cours, c'est quelque part plus le même homme ou la même femme hein, dans les pratiques. Et pourtant, ce lien, il reste très... Il est là, on ne peut pas non plus le nier. Et donc, cet entre-deux qui est représenté aussi par le trait d'union enseignant-chercheur, à mon avis, mériterait d'être travaillé, mais par un questionnement de recherche. Donc, je voudrais ajouter quelque chose. Je me souviens d'un enseignant de physique qui enseignait la physique comme au 19e siècle, alors qu'il était vraiment à la pointe. Hein. Et quand il a pris conscience de ça, il constatait que les outils numériques allaient lui permettre de dépasser. Et je pense qu'effectivement, dans nos domaines de sciences humaines et sociales, en histoire par exemple, une des hypothèses, c'est pour cela que je m'intéresse à cette recherche, c'est qu'on va pouvoir dépasser un petit peu cet antagonisme presque que nous vivons entre enseignement et recherche, dans la mesure où les outils numériques nous permettent d'apporter en cours des corpus, je pense en phonétique, pour la première fois la représentation du son, hein, on avait quelqu'un qui disait ça dans notre enquête, des images, hein, tout un matériel, des données en quelque sorte, et pouvoir rapprocher l'étudiant d'un savoir en construction. Et parallèlement, avoir avec ces outils numériques, des outils qui vont pouvoir s'adapter au profil différent des apprenants. Hein, ceux qui sont plus visuels ou plus auditifs ou qui vont être plus comprendre avec l'image. Donc, une des hypothèses importantes, c'est de voir comment ces outils numériques peuvent jouer dans ce va-et-vient entre les deux identités. Juste en lien avec ça, parce que c'est un petit peu sur l'hypothèse que l'outil apporterait des éléments de résolution des problèmes, je dirais peut-être, en tout cas d'opportunité. De poser les problèmes, de voir les problèmes. Oui, la question c'est qu'est-ce qu'on fait des problèmes après, parce que du coup c'est et comment est-ce qu'on construit ça. Je voudrais juste justement pour revenir là-dessus reprendre la définition que donnent Demazière et Gadea de ce qu'est un groupe professionnel. Il le caractérise comme un ensemble de travailleurs exerçant une activité ayant le même nom et par conséquent dotés
d'une visibilité sociale, bénéficiant d'une identification et d'une reconnaissance, occupant une place différenciée dans la division sociale du travail et caractérisée par une légitimité symbolique. Si on prend juste les éléments donc dotés d'une visibilité sociale, bénéficiant d'une identification et d'une reconnaissance, et caractérisés par une légitimité symbolique, si on prend ces éléments-là et qu'on se demande, ces éléments-là, qu'est-ce que c'est pour un enseignant-chercheur? Et si on prend ce que l'on a dans nos travaux, ce qui apparaît, c'est que la réponse va être du côté de la recherche, pas du côté de l'enseignement. Et donc ça veut dire que l'opposition, elle n'est pas seulement dans institutionnellement comment c'est construit, mais comment également c'est vécu par les membres de ce groupe professionnel. Et donc que les outils numériques constituent une opportunité pour poser des choses, pour essayer de les questionner, peut-être. Pour autant, là où on peut s'interroger, c'est comment vit ce groupe professionnel, pour autant que ce groupe professionnel ait une vie collective et ne soit pas juste la somme d'individualités. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose que notre étude révèle, qui est comment on devient et on est enseignant-chercheur. Et d'ailleurs, Nicole le soulignait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est formé en tant qu'enseignant-chercheur à de la recherche, on n'est pas formé à de l'enseignement. Et donc, dès le départ, il semble qu'il y ait un biais dans la construction du groupe professionnel, puisque ce groupe se constitue sur une pratique et pas sur une autre. Et là, par rapport à la question initiale qui était pourquoi avoir pris l'angle d'entrée sur le plan méthodologique par l'enseignement et pas par la recherche, un des éléments de réponse qui peut être apporté, qui correspond à nos échanges dans le groupe au départ, est de dire l'identité de recherche peut être facilement mise en avant parce qu'elle est valorisée et valorisante pour les membres, l'identité d'enseignant un peu moins, et donc peut-être que c'est justement par cet angle-là qu'on peut entrer. Et je crois que Nicole avait un... Ça va être un peu rassis maintenant, mais je voulais réagir à ce que compléter ce que disait Marie-Josée Barbeau tout à l'heure. D'accord, les outils numériques apportent énormément de matériel, de possibilités, de corpus, à condition qu'on soit bien dans le paradigme apprendre et qu'on fasse travailler les étudiants de cette façon-là, parce qu'on peut aussi faire le pire. Je ne fais pas de commentaire. Donc, ce que je voulais juste dire aussi, c'est que Nathalie, tu disais, on n'est pas formé à l'enseignement. Moi, je pense que ce serait bien de former les enseignants-chercheurs à l'enseignement, à condition, là aussi, de les former à l'enseignement comme on les forme à la recherche, c'est-à-dire par la recherche. Parce que si on met les enseignants-chercheurs dans des amphis pour leur expliquer comment enseigner, on ne progresse pas beaucoup non plus. Donc, c'est bien de remettre toujours cette démarche de recherche sur l'enseignement qui, à mon avis, pourrait être profitable. Et puis, je vais faire un peu provocation, parce que c'est l'heure de l'apéritif, je pense qu'on peut. C'est que moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de pédagogie numérique, justement. Parce que ça veut dire quoi, la pédagogie numérique? Ça veut dire qu'on utilise des outils, des instruments, des artefacts pour faire apprendre ou pour enseigner, ou les deux. Mais qu'est-ce qui est spécifique, et ça, j'aimerais bien qu'on approfondisse, qu'est-ce qui est spécifique au numérique? Comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas déjà choisi les modalités de travail, enseignement, recherche, à la limite, après, une fois qu'on est au clair avec le modèle ou l'intention ou les objectifs, soyons modestes, eh bien, à ce moment-là, on peut décider de tout ce qui va servir cette finalité, que ce soit du numérique ou pas. Je veux dire, c'est pas là, à mon avis, c'est pas là qu'est la question. C'est personnel. Oui. Une question par rapport à la considération de l'usage des TIS comme composante de la socialisation professionnelle des enseignants-chercheurs. Donc, vous donnez une définition par socialisation professionnelle. Nous entendons la construction d'une identité professionnelle des enseignants-chercheurs fondée sur l'incorporation de savoir spécialisé, en particulier c'est relatif à l'usage des TIS. Je me demande si on peut a priori considérer l'usage des TIS comme composante de la socialisation professionnelle. Vous prenez les paquets entiers et vous parlez d'enseignants-chercheurs. Donc, puisqu'on est multifacette, il y a la partie chercheur, et effectivement, aujourd'hui, un chercheur ne peut pas tenir dans le monde de la recherche sans cette appropriation du savoir spécifique des TIS. Néanmoins, est-ce le cas aussi pour l'enseignant, notre facette enseignant?
Est-ce vraiment une composante de l'identité professionnelle aujourd'hui? Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'un enseignant qui a, c'est pas moi, 70 ans presque, et qui est complètement désocialisé par rapport à la technologie TIS, ne peut pas être tout à fait socialisé dans son milieu, être un très bon enseignant et très près de ses étudiants? Donc, finalement, est-ce vraiment un élément de l'identité professionnelle de la partie enseignant, de l'enseignant-chercheur? Et puis, toujours dans ces textes, en parlant donc de la socialisation, vous dites que finalement, la socialisation la plus réussie à travers l'appropriation de TIS, c'est dans les relations avec l'apprenant. Certains donc enseignants-chercheurs citent une plus forte proximité avec les apprenants lorsque cette technologie est utilisée. Néanmoins, vous n'avez pas eu aussi dans vos entretiens l'inverse, que l'utilisation des TIS vide des amphis et que finalement il y a un rapprochement, une proximité qui se crée, mais aussi un éloignement des apprenants qui ne viennent plus en amphi parce qu'ils savent qu'ils peuvent communiquer par distance. Donc, socialisation des enseignants face aux apprentis et peut-être désocialisation des apprentis face aux enseignants. Juste pour préciser, ce qu'on a essayé de regarder, c'est les effets de l'usage des TIS sur le processus de socialisation professionnelle, ce qui ne veut pas dire qu'on a considéré qu'il y avait socialisation professionnelle par les TIS ou les TIS contribueraient à une forme de socialisation professionnelle. Donc on a essayé de voir ce que les TIS permettaient de comprendre de la socialisation professionnelle des enseignants-chercheurs. Et par rapport, donc ça a permis de voir certains éléments, dont effectivement la relation à l'apprenant, et ce que ça donne à voir, c'est des questionnements qui portent sur les apprenants. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est ou positif ou négatif, mais ça permet de comprendre qu'il y a une forme de lecture des apprenants qui est, comme on l'indiquait tout à l'heure, d'abord du registre ou axiologique ou cognitif, et très peu d'ordre citoyen ou en tout cas d'acteur social, ce qui nous a interrogés. Et quand vous évoquez la question de est-ce que ça vide les amphis, est-ce que ça les vide pas, est-ce qu'il y a la possibilité à distance ou pas, pour nous la question est plus, mais qu'est-ce que ça change dans le processus d'apprentissage? C'est-à-dire que le fait que les amphis soient vides ou pleins, à la limite, si les personnes apprennent différemment et permettent d'être dans un processus d'émancipation et de développement d'esprit critique, puisque c'est la mission de l'université, qu'il soit là ou qu'il soit ailleurs, ça veut dire que l'enseignant-chercheur peut remplir sa mission. Donc sur un plan pédagogique, ce que ça donne à voir, c'est qu'il n'y a pas en tout cas de formalisation des modèles pédagogiques d'arrière-plan. C'est-à-dire que dans très peu d'entretiens, on a eu des informations sur quand je conçois mes interventions, quand j'interviens, quand je forme, quand j'enseigne, je me réfère à tel modèle de pensée de l'action pédagogique ou je me réfère à telle conception de la... Ça, c'est absent de la réflexion. Et ça nous interroge parce que le numérique, comme l'indiquait Nicole, n'est qu'une ressource dans un processus plus global qui est comment est-ce que je conçois celui qui apprend et comment je conçois mon acte d'apprentissage avec l'autre. Luc va compléter. Oui, je voulais compléter en disant qu'effectivement, on l'a pas considéré comme étant, enfin, on n'a pas considéré les TIS comme étant un élément de l'identité. Ce qu'on a essayé de voir, c'est quelle place ça prend dans les dynamiques identitaires, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, en fait, on a vu effectivement des enseignants qui pouvaient du coup soit se sentir menacés ou se sentir au contraire encouragés dans une certaine forme d'identité, mais c'est plutôt des tensions identitaires qui ont été soit amplifiées, soit au contraire atténuées par l'apparition des TIS ou des TIC et par le fait que l'enseignant décide ou pas d'y recourir dans son enseignement. Mais bien sûr qu'il y a des enseignants qui définissent leur identité sans ça, et qui, heureusement, enfin, je veux dire, sinon ça serait évidemment un résultat qui serait quand même un peu inquiétant. Mais ça, voilà, c'est surtout ces phénomènes de tension et puis d'ambivalence qui ont été vraiment très très présents. On voit que c'est à la fois présent,
qu'il y a une posture ou en tout cas une réaction qui peut être de dire est-ce que je l'intègre ou pas, mais on sent que c'est quand même présent même quand c'est pas dans l'activité elle-même. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un avis ou un positionnement à donner, enfin un avis à formuler par rapport à ça. Donc, ce qui veut dire quand même quelque part que malgré tout, dans la définition de l'identité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas écarter complètement. C'est aussi dans les résultats des nuances qu'on a pu identifier dans l'analyse. Juste pour ajouter, je pense que pour nous, socialisation professionnelle, ça veut dire comment la personne développe sa prise en charge de cette fonction professionnelle qu'il a quand il prend son poste. Et cette socialisation professionnelle, elle peut très bien, dans un sens, dans l'exemple que vous donniez, elle peut très bien être sans relation sociale très forte avec certains des acteurs que la personne va rencontrer dans sa fonction. Par exemple, l'exemple de l'enseignant ancien modèle que vous décriviez, où il rencontre très peu les étudiants, etc. C'est pas pour ça qu'on va dire, nous, qu'il n'est pas socialisé professionnellement. C'est qu'il a un modèle de fonction, donc il s'est socialisé dans cette fonction d'une manière où on jugerait qu'il n'y a pas beaucoup de relations. Et c'est ça qu'on regarde, comment il définit son identité. Voilà. Et donc, du coup, le fait de juger que les TIS vident les amphis, c'est une forme de se mettre en relation avec les apprenants, tout autant que de juger que ça va, que comme d'autres disent, que les TIS vont rapprocher, je peux communiquer plus facilement, je réponds individuellement aux étudiants tous les soirs, ce que je pourrais pas faire en présentiel. Voilà, ça fait partie de cette dimension-là, elle est double en fait. Merci. On va prendre une question à distance, cette fois-ci de Benjamin Ouedraogo, enseignant de philosophie à l'Académie de Caen et formateur des référents numériques des établissements de lycée de l'Académie, qui demande l'utilisation du numérique dans l'enseignement touche aussi le secondaire. Y a-t-il des liens qui se font entre chercheurs et enseignants du secondaire utilisant les TIS? Est-ce que qui veut répondre à cette question de Benjamin Ouedraogo? C'est une question très générale. Hein. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'enseignement secondaire. Et on a cité tout à l'heure un correspondant, les noms de Baron et Éric Bruyard. Bruyard intervient également sur l'enseignement supérieur et sur le secondaire. Pour nous, c'est moins le cas, hein, mais ce n'est pas du tout une coupure. Hein. Juste aussi pour donner des éléments dans notre recherche, parce que c'est vrai que la question « y a-t-il des liens qui se font entre chercheurs et enseignants du secondaire utilisant les TIS ?» elle est très, très large. Parce que dans nos données, par exemple, on peut très bien avoir des enseignants-chercheurs de l'université dont les recherches portent sur les usages des TIC par les enseignants du secondaire, mais qui, enfin le « mais » c'est moi qui l'ajoute, hein, et je devrais dire « et qui » dans leur approche de leur fonction enseignante à l'université, seraient vus comme très différents de ce qu'ils observent, et même de ce qu'ils observent et décrivent et analysent. Donc, ce qu'on peut voir parfois, ça dépend si la question se pose, y a-t-il des liens qui se font entre, par exemple, nous, est-ce que nous, en tant que chercheurs qui nous intéressons à l'usage des TIS à l'université, est-ce qu'on a été lire ce qui se fait dans les recherches sur les enseignants du secondaire? Est-ce que des enseignants du secondaire partent? Mais il y a des enseignants du secondaire qui enseignent à l'université, donc il faudrait déjà détisser la notion de lien pour pouvoir répondre à cette question. Voilà. Par contre, si on répond par rapport au projet, nous, notre projet, c'est de nous intéresser à ce que font les enseignants-chercheurs dans leur activité d'enseignement à l'université. Et comme l'ont posé certains de mes collègues, une des hypothèses
peut être que la spécificité de l'enseignement à l'université remet en cause le fait que les résultats de la recherche sur le contexte secondaire peuvent être transférés directement au supérieur. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure sur le rôle, le rôle des SP dans la formation des enseignants du supérieur. Donc notre recherche vise justement aussi à répondre à cette question. Quel lien peut-on faire, s'il y en a? Pour essayer d'apporter aussi un élément de réponse à Benjamin Ouédraogo, à partir d'une expérience personnelle, j'ai enseigné pendant plusieurs années en lycée les sciences économiques et sociales dans le programme de la filière SES. Et ensuite, je suis venu enseigner, après avoir passé ma thèse de doctorat à l'université, donc en sciences politiques. Et de ce point de vue-là, la pratique enseignante est extrêmement différente. Les souvenirs que j'ai d'enseignants de lycée, c'est que le cadrage de sciences économiques et sociales en première et terminale nous permettait de nous appuyer très fortement sur les manuels, en particulier, qui sont nombreux, et sur une documentation relativement limitée, suffisante néanmoins, pour faire un travail qui fait appel, à mon avis, à un beaucoup plus grand talent pédagogique en lycée que dans le supérieur, arriver à intéresser des étudiants de lycée sur des matières comme les sciences économiques et sociales. Alors évidemment, ça varie suivant les quartiers où on est, mais c'est vraiment un challenge considérable. La pratique professionnelle est très différente. Le rapport à la question des comportements et des problèmes disciplinaires en classe, par exemple, sont très différents, même totalement différents. Dans le supérieur, on n'a pratiquement pas, là encore ça peut varier d'un établissement à l'autre, de problèmes de discipline. On a des étudiants beaucoup plus attentifs. Donc déjà, à mon avis, la question pédagogique ne peut pas déjà tout à fait se poser dans les mêmes termes aux deux niveaux. Et le rapport au numérique, alors pour le coup, me semble encore plus complexe. Et sur la question de Benjamin Ouédraogo, moi, mon sentiment, c'est actuellement, il y en a des liens entre le secondaire et le supérieur sur cette question du numérique et de la pédagogique, mais mon sentiment, c'est qu'il y en a trop. Qu'il y en a beaucoup trop, notamment dans les cadrages administratifs, ministériels, institutionnels. C'est-à-dire que la question de la pédagogie numérique a été massivement pensée pour le secondaire. Elle ne l'a été que très marginalement pour le supérieur. Et on est en train d'importer dans le supérieur des cadrages intellectuels qui ont probablement leur pertinence dans le secondaire, mais qui ne l'ont pas forcément dans le supérieur. Et en particulier, la relation à la recherche, elle n'est pas pensée dans ces cadrages d'une pédagogie numérique pensée pour le secondaire. C'est un des grands écarts qui apparaît. On va prendre une question de ça. Donc, bonjour, je suis Barbara Semel et j'aurais une question sur ce qui est de l'ordre du rapport au savoir, de la relation pédagogique et de ce que fait le numérique là-dedans. Donc, aussi bien pour Luc Massou et Nathalie Lavielle, j'ai oublié, Nathalie, puisque vous avez parlé du rapport aux apprenants et aux dispositifs socio-techniques, et puis peut-être que dans la nouvelle recherche, vu que vous vous intéressez au savoir universitaire, vous avez déjà recueilli des données intéressantes. Je voudrais savoir si les enseignants parlent et comment ils en parlent en fait des autres lieux de savoir, enfin des lieux de savoir qui n'appartiennent pas à la sphère universitaire justement. Évidemment, je pense à Wikipédia. Enfin, je pensais aux autres lieux de savoir en ligne évidemment. Et donc, s'ils en parlent et comment ils en parlent. Ma réponse va être certainement un petit peu en marge, mais pendant que mes amis réfléchissent, j'en profite. Par exemple, moi, j'ai travaillé, et je travaille toujours sur l'apprentissage des langues. Et maintenant, à l'université, il commence à être admis, attendez, je parle de l'apprentissage des langues pour ce qu'on appelle les non-spécialistes, c'est-à-dire tous ceux qui ont vraiment besoin des langues et qui ne les enseigneront pas. Et il se trouve qu'il y a des recherches maintenant qui se font sur ce qu'on appelle les apprentissages informels. C'est-à-dire qu'on commence à accepter l'idée que les langues ne s'apprennent pas forcément
en classe, alors c'est aussi valable pour le secondaire, et à l'université dans les cours, mais que c'est beaucoup en dehors, justement, et l'ouverture au savoir et en langue en particulier, langue, culture, sous leurs différentes formes, est vraiment maintenant un terrain de recherche. Et on se rend compte que les gens apprennent énormément, comme ça, en culture et en langue. Justement, par rapport à ces éléments sur les apprentissages informels, et c'est ce qu'on essayait de dire un peu tout à l'heure, donc merci de nous donner l'occasion de préciser ça, c'est qu'effectivement, dans les entretiens, il y a une très forte centration sur, en tant qu'enseignant-chercheur, ce que je produis, ce que l'autre, en tant qu'apprenant, fait ou ne fait pas par rapport à ce que je produis, et quel est notre cadre commun. En revanche, sur des questions qui pourraient être comme l'auto-formation, les apprentissages informels, les apprentissages issus de l'expérience, la place par exemple de la VAE, du parcours professionnel, le fait que les étudiants ou les apprenants sont jeunes, vieux, hommes, femmes, ont une expérience professionnelle de 10 ans, de 20 ans, de 15 ans, qui sont là pour partie, pour obtenir un diplôme, ou alors pour avoir une reconnaissance professionnelle ou autre. Tous ces éléments-là qui sont constitutifs du rapport au savoir que vous évoquez, ça qui fait en fait le sens de pourquoi je suis là. Parce que peut-être que je suis là parce que j'ai besoin simplement d'un titre, parce que professionnellement, ça me permettra d'être protégé d'une mobilité professionnelle ou autre. Peut-être que je suis là parce que je n'ai pas été pris ailleurs. Qu'est-ce qui fait le sens de mon engagement dans l'acte d'apprendre et qu'est-ce qui fait le sens de mon acte de me former? Ces éléments-là sont quasiment absents. C'est-à-dire que les propos sont très centrés sur la relation pédagogique immédiate et dans ce que l'on a en commun. Donc, je ne sais pas. Absolument. Pour répondre plus précisément et de manière très, très floue pour l'instant sur les quelques données, enfin le début des données qu'on a recueillies pour le nouveau projet, je pense qu'on va faire une réponse de Normand, c'est-à-dire qu'on peut avoir un éventail entre mais ce qu'on peut dire, c'est que tous les enseignants qu'on a interviewés, donc c'est pas beaucoup pour l'instant, enfin je veux dire, c'est pas représentatif, mais ils sont tous conscients que ça existe, donc il y en a pas qui... Mais après, on peut avoir... enfin, il y a aussi une posture qui est... de toute façon, ils vont l'utiliser et après, c'est là où ça varie. Est-ce que pour certains, le rôle, c'est d'apprendre à utiliser? Pour d'autres, c'est un outil comme un autre, donc je l'inclus dans les outils. Pour d'autres, ça va être, mon rôle scientifique, c'est justement de ne prendre que des référents. Enfin, mon rôle en tant qu'enseignant, c'est de la dimension scientifique, donc c'est d'écarter tout ce qui n'est pas scientifique et Wikipédia ou d'autres ne sont pas scientifiques. Donc mais enfin, je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais la conscience est là. Après, le rapport, là encore, c'est suivant comment, enfin, en termes d'identité professionnelle, comment on se situe. Et là, on voit bien le lien entre enseignement et recherche. Peut-être juste une précision avant de passer la parole juste à Marie-Josée, c'est que sur le nouveau projet qu'effectivement on évoque, on est au stade du début des entretiens, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé là, clairement au mois de septembre, donc c'est-à-dire qu'on est encore en phase de collecte, donc c'est pour ça qu'on est on ne peut pas répondre de manière suffisamment précise. C'est effectivement inscrit dans nos questions, c'est-à-dire dans le guide d'entretien, on a vraiment inscrit cette question du rapport au savoir, puisque c'est vraiment la problématique du nouveau projet, mais c'est encore un peu frais pour qu'on puisse aller. Oui, je voulais réagir par rapport à cette question des savoirs informels et Nathalie a parlé ensuite, a évoqué la VAE. Il est certain que l'université dure, traditionnelle, académique, était réticente à toutes ces évolutions. Et moi, une des questions que je me pose, c'est que je ne comprends pas pourquoi on parle de pédagogie universitaire tout à coup. Or, pédagogie, c'est pour les enfants. Hein, on devrait dire peut-être andragogie, mais andragogie, il n'y a que les hommes.
Donc, ce sera anthrogogie. Enfin, et pourquoi on ne se réfère pas à la formation pour adultes? Vous avez parlé tout à l'heure, Jérôme, des sciences de l'éducation, hein, de l'éventail qu'ouvrent les sciences de l'éducation. En sciences de l'éducation, il y a la formation pour adultes, qui est une branche justement qui a pris en compte depuis longtemps, hein, toutes ces questions de l'acteur, du rôle de l'acteur, de son expérience, de son projet. Et il me semble que si on introduit, si on veut introduire des formations à l'enseignement dans le supérieur, on a tout un cadre de référence qui est présent en formation pour adultes et qu'on semble ignorer en parlant de pédagogie numérique, en parlant de pédagogie universitaire, qui est souvent de l'entertainment. Il faut à tout prix amuser, distraire les étudiants, les retenir, mais qui ne prend pas vraiment en compte les fondements. Merci. Il nous reste un quart d'heure, donc je vais reprendre une question à distance de Florence Neveu, qui est documentaliste CNRS, étudiante Master 2 à Montpellier 3, qui pas une question, qui est une remarque, mais qui ouvre sur un champ de discussion qui traverse nos articles d'ailleurs. Il me semble qu'apprendre à travailler avec les ingénieurs et techniciens ITA, ITRF et à connaître leurs compétences pour les utiliser devrait faire partie de la formation des enseignants-chercheurs. L'université est sans doute le meilleur contexte pour cela. Oui, mais il y a plus à dire. Alors, moi, je trouve la remarque extrêmement pertinente. Donc, du coup, comme j'ai le micro, j'amorce des éléments de réponse. C'est qu'effectivement, ça pose la question qui me paraît très importante dans le domaine du numérique universitaire, des relations entre les deux grandes catégories de salariés, que sont d'un côté les enseignants-chercheurs et de l'autre les personnels bibliothécaires, ingénieurs, techniciens, services de santé, qu'on regroupe dans un acronyme qui est celui de BIATOS. Autrefois, il y a le haut à sauter, comme s'il n'y avait plus d'ouvriers à l'université, de ce dont je ne suis pas tout à fait convaincu, mais bon, qu'on appelle BIATS aujourd'hui. Et effectivement, ce sont deux populations qui vivent en permanence côte à côte et qui se connaissent extrêmement mal. Moi, j'en ai fait l'expérience en rentrant tardivement dans ma carrière dans une organisation syndicale, la FERCSUP, qui syndique à 80% des personnels BIATOS et à 10% à peu près des enseignants-chercheurs. Et j'ai découvert les BIATOS, en fait, dans ce cadre-là, après 15 ans d'expérience à Paris 1. Au bout de 15 ans, j'ai découvert que je ne les connaissais pas, en fait. Et j'ai découvert aussi qu'ils ne nous connaissent pas en retour. C'est-à-dire que leur méconnaissance est très forte des spécificités catégorielles, de la pratique, etc. Et nous, effectivement, les enseignants-chercheurs, on connaît très mal leurs catégories professionnelles, leurs identités, leurs trajectoires de formation, et même souvent le concret de leurs tâches au quotidien, les types de relations hiérarchiques, etc. Donc, c'est vraiment un monde... Je ne sais pas si dans les autres mondes professionnels comme ça, mais il y a clairement deux populations qui sont côte à côte, qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble et qui se connaissent très très mal, sauf que sur la question numérique, ils vont devoir forcément collaborer, travailler ensemble, d'autant plus que la compétence est souvent chez les BIATOS et pas chez les enseignants-chercheurs dans ce domaine-là. Donc du coup, il y a un type de relation à construire qui n'est pas spontané, en tout cas dans le monde universitaire, et effectivement, c'est un sujet. Alors, apprendre aux enseignants-chercheurs, effectivement, à mieux connaître les professions BIATOS, je pense que c'est essentiel. Il faudrait aussi apprendre aux professions BIATOS à mieux connaître les caractéristiques de la profession. C'est une interconnaissance, ça ne peut pas aller dans un sens et pas dans l'autre, surtout que c'est facile de vérifier que la méconnaissance est réciproque aujourd'hui. Oui, Christian Hénin, donc je vais juste compléter ta réponse. Je dirige le service TIS à Paris 1, mais je pense qu'à travers cette question-là, ce qui est posé dans le supérieur et qui existe, pas toujours de façon générale dans le secondaire, mais qui existe plus, moi, ça a été ma grande découverte, c'est la notion d'équipe pédagogique. Et je ne sais pas si dans vos entretiens, vous avez posé cette question-là, on le voit sur le travail sur les plateformes. Aujourd'hui, si on veut faire une formation hybride, il faut des tuteurs, il faut des enseignants, il faut des ingénieurs ou des enseignants qui ont des compétences de design, de formation, il faut de l'ingénierie. Et peut-être que les TIS ont le mérite de poser cette question, que l'enseignant-chercheur isolé avec son savoir et sa petite parcelle de savoir
dans son grand domaine. Ce qui est quand même très différent des SES où tu avais enseigné tout un monde qui n'était pas le tien, en particulier. Donc voilà, moi c'est une des questions qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir finalement l'isolement de l'enseignant-chercheur. Quand il vient vers nous, eh bien, on peut poser la question, et là je parle de pédagogie au sens accompagnement. Et l'accompagnement, ça concerne tout le monde. On peut accompagner de 0 à X années, et c'est plus une question d'enfant, dans le terme pédagogie. Donc, moi, voilà, je voulais juste faire ce commentaire pour compléter. Je suis d'accord qu'il y a une méconnaissance dans les deux sens. On a à faire un travail, mais j'aimerais bien que des études, des entretiens posent cette question, et on verra que très souvent, les équipes pédagogiques se constituent autour de l'enseignement en ligne, parce qu'il y a nécessité de tuteurs, et on voit des étudiants de master qui jouent ce rôle-là. C'est peut-être d'ailleurs ce que cette étudiante veut nous faire passer comme message. Question sur le livre. Ah, pardon. Enfin, moi, ce que je voudrais apporter, parce que ce que Christian Vanna vient de nous dire, c'est dans un sens un point de vue d'un service TIS, voilà. Dans les entretiens que nous, dans nos données, les contacts entre les ITAR, sur les ingénieurs pour mettre en place des formations numériques, elles sont très souvent individuelles, comme tout ce qui est la partie enseignement, et quand elles sont citées, elles sont souvent à l'initiative de l'enseignant-chercheur. Donc c'est lui qui, parce qu'il avait envie, ou voilà. Par contre, si pour faire un retour pour confirmer cette méconnaissance, on a très souvent eu comme retour dans la première recherche où on avait une question du type avez-vous suivi des formations, avez-vous demandé des formations, avez-vous, etc., qui sont que, si je leur dis autrement, c'est que les propositions qui sont faites méconnaissent les conditions de travail, mes conditions de travail, on n'est pas forcément au niveau d'objectifs ou de besoins, mais c'est même donc il faut vraiment travailler pour à améliorer cette connaissance réciproque de qu'est-ce que c'est que les situations de travail d'un enseignant-chercheur, qu'est-ce que c'est que les situations de travail, comment on peut aider avec parfois, et aussi cette peur de la prise en main par le technique, je ne vais pas dire par la personne, mais par le technique. Je ne suis pas d'accord avec ce que je dis. Je dis ce que nos données disent, de ce que nos données disent. Voilà. Donc il y a cette notion d'autonomie, d'indépendance qui fait que la plupart des gens, la plupart des gens qu'on a interviewés, quand on leur demande comment ils se sont formés, ils disent qu'ils se sont formés par eux-mêmes. Et en plus, pour eux, c'est un aspect très, très positif. Je n'ai pas besoin quand j'ai besoin, je peux me former moi-même. Après tout, on est formé on devient universitaire en se formant soi-même à un domaine spécifique dont on devient le spécialiste. Donc, là encore, il y a des dimensions identitaires, de socialisation professionnelle sur lesquelles il faut vraiment réfléchir pour après permettre cette organisation. Mais bien sûr, il y a des endroits avec des équipes pédagogiques, etc. Dans la continuité de ce que disait Marie-Josée, dans l'article qu'on avait réalisé avec Nicole et Didier Balthazar dans l'ouvrage précédent, ce sur quoi on mettait l'accent, c'était sur la question du modèle organisationnel au sein des universités. C'est-à-dire que le modèle organisationnel est un modèle organisationnel, en tout cas jusqu'à présent, à dominante descendant et plutôt bureaucratique, ou dans lequel finalement les enseignants-chercheurs ont le sentiment qu'il y a des orientations qui sont données sur le plan européen, national, avec une démultiplication au sein de l'université, comme s'il n'y avait pas de modèle organisationnel au sein de l'université ou au sein des universités qui pouvait permettre ou faciliter ou empêcher, selon les cas,
des collaborations et des travaux conduits de manière plus collaborative entre ingénieurs, techniciens, enseignants-chercheurs, quel que soit le statut en fait. Et donc l'une des hypothèses qu'on avait avancées avec Nicole et Didier, c'est que tant que le modèle organisationnel ne bougeait pas, finalement, on pouvait reproduire à l'infini les cloisonnements entre les différentes professions. Et ça veut dire que si notre hypothèse est juste, ça veut dire qu'un des leviers d'action n'est pas seulement sur le plan des enseignants-chercheurs, mais se situe aussi au niveau du management des universités et donc des directions des universités. Un des leviers d'action, c'est aussi notre travail de chercheur, parce que dans la façon dont on construit nos études et nos objets de recherche, on a la possibilité justement de favoriser cette interconnaissance en produisant les connaissances. Et moi, j'ai du coup une question à vous poser aussi, notamment sur le livre initialement à l'origine de nos discussions. Ce qui m'avait frappé, c'était dans vos entretiens, vous n'interrogez que des enseignants-chercheurs et pas de biatos. Et ça, sociologiquement, je pense que c'est un défaut de construction d'objets. L'objet universitaire, il comprend le personnel biatos, et particulièrement sur le numérique universitaire, où l'interdépendance est extrêmement forte. Et interroger les biatos, c'est aussi une manière d'avoir des informations sur les enseignants-chercheurs, de surcroît, même si c'est ça, éventuellement, un cœur de cible de recherche. Il me semble que ne pas avoir dans l'échantillon d'entretien différentes catégories de personnel biatos est une carence. Oui. Oui. Oui, ça peut d'ailleurs être discuté, mais pourquoi rester entre enseignants-chercheurs méthodologiquement, je ne vois pas. Bah, je crois qu'on aurait, je pense, eu des données trop difficiles à traiter après. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait multiplié, je pense, les variables. Si on était quand même sur des discours tenus par les enseignants-chercheurs sur la représentation des usages des TIC, donc demander à des tiers de dire comment ils se représentent cet usage, je ne sais pas comment on aurait pu après faire des croisements, quelle légitimité auraient ces discours tenus justement par des personnels BIAT sur les usages des enseignants-chercheurs. Moi, je pense que ça aurait été quand même compliqué. Enfin, c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait et qu'on assume, hein, mais ça me semble difficile de multiplier comme ça les variables. Dans le type on nous a déjà dit qu'on avait beaucoup de variables, donc là, je pense que ça rajouterait une variable supplémentaire. Après, il y a un problème de cohérence de corpus, quoi. D'autant que par rapport à ce que tu dis, c'est que notre objet initial était quand même plus réduit que ce que tu évoques. C'est qu'on n'était pas sur les représentations du numérique au sens large, mais sur les représentations des usages du numérique par les enseignants-chercheurs dans une activité d'enseignement. Donc on était quand même sur un objet qu'on avait essayé de délimiter. Si on avait été sur un objet plus large comme celui que tu évoques, alors oui, il aurait fallu qu'on fasse appel à plus d'acteurs. Mais là, l'objet était quand même plus réduit sur cet aspect-là. On a d'ailleurs aussi discuté, parce que ici personne n'a critiqué, mais on est sur enseignants-chercheurs, on n'est pas sur tous ceux qui enseignent à l'université. Donc on a aussi discuté, volontairement, on n'a ni Prague, ni PRCE, ni chargé de cours, ni ATER. On a les ATER quand ils sont devenus enseignants-chercheurs, maîtres de conf, mais on n'a ni ATER, ni allocataires, etc. Donc ça, ni les professionnels, ni les PAST, etc. Donc ça, c'est des choix. Après, là, je crois que on a une approche pluridisciplinaire, mais elle n'est pas forcément sociologique, pleinement sociologique. Donc, on a délimité un champ, comme dit Marie-Josée. Les gens, certains d'entre nous, on est en sciences de l'éducation, et pourtant, on s'est coupé une aile puisqu'on n'a pas regardé le côté étudiant pour l'instant. Donc, on pourrait encore se critiquer encore plus que pour nous, hein, dans notre épistémologie. Donc, voilà, ça, c'est des choix très forts. Et entre le premier projet et le deuxième projet, on est en train de limiter les disciplines sciences humaines et sociales pour pouvoir justement avoir une diversité, mais qui ne soit pas un éparpillement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, sachant qu'il est 19h, donc ce sera la dernière qu'on prendra s'il y en a une dans la salle. Voilà, on va tenir l'heure puisqu'on a les
et aussi les contraintes de podcast derrière qui sont importantes. Donc, on remercie tout le monde, ceux qui sont présents dans la salle, ceux qui sont à distance. On remercie tous les auteurs qui se sont déplacés pour venir participer au séminaire. Et voilà, et on se donne rendez-vous pour une 3e séance du séminaire Fischer Heinlein qui aura lieu d'ici un mois environ. Et on peut continuer évidemment les échanges sur le Framapad et sur la liste des discussions Fischer Heinlein dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, merci beaucoup à tous. Bonsoir.